Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Ludo Collect Direct. J'espère que vous allez tous bien, surtout avec ces circonstances aussi difficiles que étranges. J'espère que vous respectez les règles du confinement, les règles sanitaires pour endiguer la propagation du Covid-19. Et j'espère surtout que vous allez tous bien. Donc, le but de ce direct sera de présenter donc la version 0.6 de Ludo Collect, ainsi que les objectifs, les prochains objectifs, non pas de développement de Ludo Collect, étant donné que ce confinement me laisse quand même assez de temps libre pour pouvoir développer quand même mon application. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce qui a pu être fait durant cette période. Donc, le développement de la version 0.6 s'est déroulé sur 22 jours. C'est le cycle de développement le plus long que j'ai eu à faire jusqu'à présent et aussi le plus complet. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, qui ont soit été ajoutées, soit été corrigées ou modifiées. Voilà, je vous remarquerai en lisant le journal de modification que c'est le plus long jusqu'à présent. Donc sans plus tarder, je vous propose de basculer directement sur l'application qui tourne actuellement en serveur de test. Donc jusque là c'est pareil. Alors, la petite liste à côté de moi, on va commencer par, alors je cite, choix de l'affichage de la plupart des listes présentes sur Ludo Collect, jeux vidéo, collection, liste personnalisée. Donc c'était une des demandes de l'enquête de satisfaction, la possibilité de choisir entre plusieurs formats d'affichage des listes. Ça par contre ça m'a agacé. Donc ici on voit l'affichage classique, j'ai envie de dire, voilà, celui qui est utilisé aujourd'hui dans Ludo Collect. Donc ça par contre c'est je préciserai qui est qui par contre, hein, parce que on peut s'en mêler facilement le donc ça c'est c'est l'application qui tourne actuellement. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 petites icônes qui ont été ajoutées. Oui, on voit mon curseur. 3 petites icônes qui permettent de changer, allez, l'apparence de la liste. Donc là, c'est ce que j'appelle le format petites icônes. Et on a également le format liste tout court. Alors, le serveur de test, étant donné que c'est mon PC qui fait tout tourner actuellement, ce sera un petit peu long à charger. Mais une fois sur le serveur, ça passe comme dans du beurre. C'est l'application très rapide sur un serveur normal. Donc, vous voyez ici, ça marche également sur les collections. Alors, par contre, ça va m'énerver. Alors attendez, je fais une petite modification rapide sur le modèle parce que j'ai pas envie. On a un petit souci avec le debugger. Hop, voilà. Il n'y a plus de soucis. Bien. Ce serait pas du direct, ce serait pas un imprévu. Voilà. Donc, hop, on se dirige en collection, car ça s'applique également sur la collection, et je dirais même plus, c'est pensé. Enfin, il y a eu beaucoup de réfléchissement, pour parler mal français, pour adapter ces 2 nouveaux formats-là à la collection. Donc, voilà, le fond vert désigne une entrée de jeu vidéo, un fond orangé désigne une entrée de plateforme et un fond
On va prendre le 5, le 5e quand je sais qu'il y a quelque chose. Ah, perdu. Ah! C'est moi qui me suis gouré. Tac tac. Voilà. Voilà. Et les fonds rouges désignent donc des entrées de jeux vidéo. Alors, il faut savoir aussi que, voilà, vous l'avez peut-être remarqué, mais le choix est retenu. Donc, c'est-à-dire que si vous sélectionnez une fois le format petites icônes, voilà, sur collection et que vous allez voir les plateformes, il va pas revenir au format de base. Il va vraiment se souvenir de ça. Et mais je dirais même plus, cette préférence est sauvegardée sur votre profil. C'est-à-dire que, voilà, là je vais me déconnecter. Il va se souvenir que le dernier format de liste que j'utilisais, c'était les petites icônes. Donc je me déconnecte. Voilà, je vais sur jeux vidéo. Donc il va se souvenir que voilà, c'est le dernier format utilisé, c'était les petites icônes. Je repasse en mode normal. Et si je me reconnecte, hop, démo, je crois que je me suis gouré sur le mot de passe. Non, pas du tout. Hop. Donc on était sur le format des cartes, et là, il est bien revenu au dernier format qui était utilisé par ce profil-là. Donc, ça, c'est la première, voilà, c'est le premier ajout de cette nouvelle version. Ensuite, on a aussi la gestion des éditions de jeux qui a été rajoutée. Quand je parle d'édition de jeux, par exemple, ça peut être une édition collector, une édition spéciale, ou même une édition internationale, par exemple, par exemple, Yoshi's Island. Voilà, Yoshi's Island, au Japon, voilà, il a une boîte différente. Il a une boîte différente, lui aussi un nom différent, c'est Yoshi Island. Ah, il me semble. Super Mario World 2, Yoshi's Island, je crois. Enfin voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle des éditions de jeux. Donc pour faire cela, donc j'ai mon petit exemple tout prêt. Donc on va partir sur Metroid Samus Return, le jeu 3DS sorti en 2017, voilà. Où je vais ajouter donc pour ceux qui ont chassé le collector, le fameux collector de la muerte. Donc pour cela, rien de plus simple, soit on va directement sur la fiche du jeu, on clique sur le bouton nouvelle édition, soit on peut aussi, oups, ça marche pas, soit on peut créer un nouveau jeu directement et dire à la toute fin, voilà, je veux que le jeu que je suis en train de créer soit une édition d'un jeu déjà présent dans la base de données. Mais personnellement, je pense que voilà, le bouton nouveau membre est plus simple, d'autant plus que il pré-remplit le formulaire. C'est-à-dire qu'il reprend le nom du jeu, la plateforme, l'éditeur, le développeur, le genre, le mode de jeu, la date de première sortie, et il sélectionne directement, voilà, le jeu auquel rattacher cela. Donc comme ça, tout ce qui reste à faire, c'est de compléter le nom. Par exemple, là, ça va être le collector de la muerte. On met une illustration, on confirme. Et voilà, on a le collecteur de la muerte qui est rattaché au jeu Metroid Samus Return. Et si on consulte sa fiche, hop, on voit que il fait partie des éditions de ce jeu. Alors, vous me direz, dans les recherches, ça va fortement peupler, peut-être pour rien. J'ai prévu le coup. Alors, par exemple, voilà, si je cherche Samus Returns, voilà, donc je vais passer en mode carte, par contre, pour que ce soit plus agréable. Voilà, et imaginons par exemple que ce jeu soit ressorti 30 fois, enfin, et 30 éditions différentes, voilà, bref, qu'il y a 30 noms différents partout dans le monde.
ça va être chiant, enfin, ça peut être chiant pour certaines personnes, voilà, de rechercher, un jeu. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant une petite case masquer les éditions de jeux qui permettra, comme son nom l'indique, de masquer les éditions de jeux. Donc on ne voit plus le collecteur de la Muerte. Il ne va plus polluer les recherches de la base de données. Donc sachant évidemment que, hop, si je reviens en arrière, que ça agit comme une fiche de jeu vidéo classique. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'ajouter à la collection et l'ajouter à la wishlist. Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. C'est considéré comme une fiche de jeu classique. Alors pour répondre à Virgile KR sur c'est des cookies, je pense que tu parles du choix d'affichage. Oui, il y a des cookies derrière. Donc ensuite, j'ai ajouté la possibilité de sortir une entrée de sa collection toute en conservant son historique. Jusqu'à présent, pour sortir un élément de notre collection, parce qu'il n'y est plus, il y avait que la suppression. Sauf que le docollect gardait pas une trace de ce jeu, donc ce qui fait que par exemple l'historique, le graphique historique, était que peu faussé. Car en fait, il pouvait que monter, il pouvait pas descendre car il n'avait pas les données pour dire voilà durant telle période il y avait ce jeu-là qui faisait partie de la collection mais qui maintenant n'y est plus. Donc aujourd'hui plutôt demain, vous pourrez gérer cela. Donc par exemple, alors, je vais vous montrer comment faire, c'est tout simple. On clique sur modifier. Et à la toute fin du formulaire, on a la date de sortie de votre collection. Et comme c'est expliqué ici, en entrant une date, ce jeu ne fera plus partie de votre collection, mais vous conserverez un historique et vous aurez toujours la possibilité de modifier cette entrée. C'est-à-dire que si voilà, vous sortez un jeu, par erreur par exemple, vous pouvez très bien le re-rentrer sans aucun souci, sans perdre les données. Donc là, je vais sortir le Pokémon. Ah, petit souci. Je vais sortir le Pokémon à la date d'aujourd'hui. Ah, on dirait qu'il y a un souci. Ah. Alors, il y a eu une petite coupure, apparemment. Donc, bon, je vous avais remarqué, j'ai juste sorti donc le Pokémon. Enfin, du moins, j'espère que vous ayez ça. Oui, je pense que vous avez ça. Bien. Donc voilà, j'ai sorti cette entrée de Pokémon. Si bien que si on retourne à la collection et qu'on rafraîchit, hop, il n'apparaît plus ici. Et il est non, en fait, on peut le retrouver dans une page dédiée qui présente donc les entrées-sorties de la collection. Donc, je vais également sortir la Nintendo DS. Voilà, pour vous montrer que toutes les entrées peuvent être sorties. Hop, et jouer vidéo. Et le Pikachu, il part aussi.
Hop. La date d'aujourd'hui. Donc, comme ça. Alors, je vais garder le Pikachu en témoin. Comme ça, si on va voir le nombre d'entrées de notre collection, par exemple, voilà, sur la page de collection des membres. Hop. Ah oui, merde, c'est vrai. Je me suis renommé en démo, donc je suis sur la première page. Voilà, démo. Donc, si je rentre, si je rentre tout court, le Pikachu. Voilà, que je recharge. Normalement, voilà, on devrait passer de 32 à 33 et de 345 à 346. Voilà, 33, 346. Donc, on voit bien que ça, voilà, que les sorties influent bien sur les statistiques. Mais pas que ces statistiques-là, évidemment. La plus importante, j'imagine, c'est évidemment l'historique. Donc, qui va mettre un petit temps à charger, évidemment. Donc là, on retrouve effectivement le bon nombre d'entrées. Ah, le pauvre PC, il a les genoux. Voilà. Alors. Hop, je zoome un petit coup. Et là, voilà, on voit effectivement qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu une baisse de 3 éléments de collection. Donc, un jeu vidéo, une plateforme et un jouet. Donc, sachant que les autres statistiques prennent également en compte ce changement-là. Voilà, 295 jeux, alors que voilà, il y en a un qui a été sorti. Les plateformes également. Et les jouets vidéo également. Donc voilà, vous pourrez vraiment avoir un historique complet de votre collection à partir de maintenant. Alors, il y a un nouveau champ qui a été ajouté, vous l'avez peut-être remarqué, pour les entrées de jeux vidéo. Là, vous voyez ce que c'est marqué support non renseigné. Qu'est-ce que c'est? En fait, donc c'est une suggestion qui m'a été faite sur Twitter par Eldavid, il me semble, qui renseignait en fait un champ support sur sa collection. Voilà, si c'est une cassette, une disquette, etc. Et il m'a proposé de faire la même chose sur le collègue, et donc j'ai rajouté ça. Ainsi, on peut dire si l'entrée de jeu vidéo qu'on a est une cartouche, une cassette, si c'est dématérialisé, si c'est un disque ou si c'est une disquette. Donc là, dans ce cas-là, on est sur une cartouche. Hop. Si on retourne à la collection. Eh ben, il y a du mal. Voilà. Si on retourne à la collection, voilà, on voit bien qu'il y a le support cartouche. Sachant qu'on peut que c'est également disponible depuis. Voilà, depuis les entrées de jeux vidéo, lorsqu'on souhaite les rajouter à la collection. Voilà, support non renseigné. Et c'est également pris en compte dans la wishlist. Donc comme ça, vous pouvez vraiment spécifier dans votre wishlist quel type de support vous voulez pour tel jeu. Et évidemment, vous pouvez également rechercher une entrée de jeu vidéo sur ce critère-là. Hop, rechercher. Donc on a tout le tatouin. Et là, on peut rechercher par exemple que les jeux qui sont sur cartouche. Et on retrouvera donc notre Docteur Mario. Et pour en finir avec la section ajoutée, alors là c'est ajouté, mais je dirais plus que c'est corrigé. Non, je voulais pas aller là, faut que ça change.
Si, ça change quelque chose. Dans liste personnalisée, donc, on voit les personnes qui sont tipeurs. Ils ont le badge VIP sur... comment dire, sur leur résumé de liste personnalisée. Mais ils ne l'ont pas. Alors, alors voilà, je reprends la même liste. Donc là, il y a le badge, mais là, il n'y est pas. Là, c'est tout simple, j'ai rajouté le badge ici. Voilà, c'était vraiment une correction minimale. Donc, passons à la suite. Donc là, on rentre plus dans des changements. Ah, que. Alors, il y a des petits changements, il y a des plus gros changements aussi. Donc là, c'est un petit. L'icône des statistiques a été modifiée. Voilà. Voilà, vous voyez ici, il n'y a plus la boîte. J'ai également corrigé alors, le système de pagination. Voilà, donc ça, c'est l'application en prod. Vous voyez que la pagination est beaucoup plus longue actuellement que demain. Mais le problème, c'est que si on passe sur un mode portable, j'ai pas l'habitude de bosser avec ça. Vous voyez que voilà, il faut scroller pour avoir accès à toute la pagination. Demain, donc j'ai modifié pour que il n'y ait plus besoin de scroller, qu'on ait tout le paginateur sur notre vue. Donc ensuite, ça c'est un autre gros changement. Ça a quelque chose à voir avec, ça influe sur les familles de plateformes. Donc jusqu'à présent, voilà, on pouvait, ça fonctionnait déjà aujourd'hui. On pouvait rajouter, voilà, par exemple pour Nintendo DS, on pouvait. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est plus tard, merde. Donc non. Alors, on va faire ça un peu pas à pas. Maintenant, pour un sous-membre d'une famille de plateformes, donc qui a été renommé en gamme de plateformes, alors que je prenne mon exemple. Voilà, la Mega Drive. La Mega Drive, mais elle a Mega CD en tant que membre de la gamme, Mega CD 2, etc. etc. Maintenant, il est possible d'ajouter des jeux sur un membre de cette famille-là. Chose qui n'était pas possible. Hop, si on va... Alors déjà si on quitte ça. Voilà. Si on cherche Mega CD, on retrouve rien. Et aujourd'hui, enfin demain, il sera tout à fait possible d'ajouter des jeux Mega CD. Tout en faisant en sorte que le Mega CD fasse partie de la famille de Mega Drive. Donc pour vous prouver, voilà, je vais créer Sonic CD sur Mega CD, développé par Sega. Non, édité par Sega, développé par Sonic Team. C'est un jeu de plateforme à un joueur qui est sorti le 23 septembre 1993, qui n'est pas d'édition. Et la petite image qui va bien. Et voilà, donc là on a vraiment un jeu Mega CD, tout en sachant que la Mega CD fait partie de la famille de la Mega Drive. Alors Virgile, pour ta question, le support ne se recroise pas un peu avec ça recroise pas un peu les éditions. Les éditions n'ont pas cette information là. En fait, je vois où tu veux en venir, mais il n'y a pas cette information-là dans les éditions, donc ça reste donc dans les entrées de collection. Donc pour revenir au changement avec la Mega CD,
pour que ce soit un petit peu plus clair à la création de plateforme, pour dire vraiment, si vous cochez, voilà, avant, donc cette encoche-là avait un autre nom, c'était jeu interchangeable, pour vraiment dire aux gens, si vous cochez ça, vous pourrez créer des jeux pour cette plateforme-là dans le jeu vidéo. Ça a été renommé en possède sa propre librairie de jeux. Donc ça permet de créer des jeux pour cette plateforme-là. Donc là on passe au l'exemple dont je voulais parler tout à l'heure, l'exemple des Nintendo DS. Jusqu'à présent, on pouvait avoir qu'une seule génération de sous-membres de la famille. C'est-à-dire que on avait la Nintendo DS. En tant que sous-membre, vous pouvez avoir la DS Lite, une DS bleue, une DS rose, etc. Mais on pouvait pas, par exemple, aller sur la DS Lite et faire des éditions uniquement pour la DS Lite. Maintenant, ce sera possible. Donc, hop. Pour cela, je vais chercher Nintendo DS. Donc là, la DS Lite existe déjà. Donc hop, on va consulter ça. Ce qui fait que, voilà, si j'ajoute un nouveau membre, hop, je vais rajouter une Nintendo DS bleue. Alors, contrairement au formulaire de membres d'édition de jeu, celui-là n'est pas rempli, étant donné qu'il y a beaucoup plus de variantes possibles. Voilà, concernant le constructeur, bon, type de plateforme, c'est vrai que ça change pas. Ah si, ça peut changer. Pour l'exemple du Mega CD, voilà, c'est pas une console de salon, c'est un périphérique. Qu'est-ce que j'en sais. Donc là, par contre, il possède pas sa propre librairie de jeux. On va pas créer des jeux uniquement pour la DS bleue. Et on met l'image. Donc si on retourne ici, hop. Donc on a notre Nintendo DS bleue. Hop, je vais en créer une rose. Donc là, toujours pareil, Nintendo. J'aurais dû reprendre le formulaire. Hop. Pink. Et je vais en créer une autre en édition limitée Poképark. Hop. Édition limitée Poképark. Hop, donc là ça reprend tout, ça me facilite le boulot. Yop, elle est là. Donc on se retrouve avec ce que j'appelle la première génération de la gamme. Et on peut aller plus loin en allant dans la DS Lite et y ajouter ses propres membres. Donc là, hop, Nintendo DS Lite noir. Donc toujours Nintendo, console portable. Yep, c'est où? C'est là. À la date d'aujourd'hui, la petite image qui va bien parce que sinon ça sert à rien. Donc là, on a la DS Lite noire, pardon. Hop, j'en crée une autre verte. Hop, et j'en fais une édition spéciale. Ah, 10 aussi là. Des slides. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oula. Mon PC n'est pas coopératif là.
Light spécial Mario. Allez hop. On raccourcit parce que sinon on en est encore. On y est encore pour demain. Hop. Voilà. Donc on retourne sur la gamme mère de la DS Lite. Donc on voit qu'elle fait partie de la gamme de plateforme Nintendo DS, mais qu'elle a ses propres membres, la DS Lite noire, la DS Lite verte et la DS Lite Mario, et que ils n'interviennent pas dans la famille de la Nintendo DS première du nom. Voilà, ça permet de mieux organiser donc les différentes éditions de consoles voilà, qui peut exister. Donc ça, je pense que ça fera plaisir aux collectionneurs. Donc après tout cela, donc on en a terminé avec les gros changements. Voilà, on passe maintenant sur du plus petit. Donc vous l'avez peut-être aussi remarqué. Maintenant les mentions, hop, les mentions jeux vidéo, extensions, plateforme, tout ça sont colorées. Enfin, on possède le même code couleur que les icônes, chose qui n'était pas le cas. Donc que ce soit sur les collections ou les wishlists. Voilà, ça permet toujours d'avoir un meilleur visuel, mais ça aide surtout pour les affichages en liste, car ça, voilà, ça disparaîtra à un moment donné, et les couleurs vous permettront de savoir que ça c'est un jeu, ça c'est une extension, ça c'est une plateforme, ça c'est un accessoire. Ah d'ailleurs non, je me suis ouvré. Ah non, c'est ça. Accessoires, choix et vidéo. Voilà. Mais moi, je connais pas le code couleur par cœur. Mais ça, voilà, c'est une aide visuelle. Alors, j'ai menti tout à l'heure en disant qu'il n'y avait plus de gros changements. Il y en a un dernier. Hop, je vais aller dans ma collection de jeux. Hop, les derniers. Pour vous montrer que maintenant on peut laisser vide le champ prix d'achat. Voilà, avant voilà, le prix par défaut était 0, sauf que du coup ça rentrait dans la méthode de calcul de l'Argus. Alors que par exemple voilà, on mettait 0 soit parce que effectivement on l'a payé 0€, c'est un cadeau, soit on a mis 0 parce qu'on se souvient plus du prix. Donc maintenant c'est tout à fait possible et l'Argus prend ça en compte. Donc c'est pour ça que j'ai 3 exemplaires de Resident Evil 3. Non, j'ai 4 exemplaires de Resident Evil 3. Tout prêt pour cet exemple. Donc un à 40€, un à 45€, un à 50€ et un où le prix est vide. Et là, on voit que le prix moyen est de 45€. Et donc, si on fait le calcul, voilà, 40 plus 45, 40 plus 45 plus 50, ça fait 135. Et il n'est pas divisé par 4. Il n'est pas divisé par 4, mais il est bel et bien divisé par 3. Car il ne prend en compte que les entrées de jeux vidéo dont le prix a été renseigné. On voit bien que le résultat c'est bien 45 et non pas 33,75. Donc voilà, après le prix moyen pour moi ici il ne signifie pas grand chose quoi. C'est pas vraiment un Argus. Donc en restant dans le thème du prix d'achat non défini, il est également possible, de faire une recherche sur un prix non renseigné. Voilà, au lieu que ce soit entre 0 et l'infini. On peut dire, donne-moi les prix dont je me souviens plus, et là on retrouve notre exemplaire de Resident Evil 3 où le prix n'était pas renseigné. Et on arrive... Ah non, on n'arrive pas à la fin de la liste. Merde. Alors, oui. Alors, j'ai également modifié l'ordre d'affichage
des entrées dans l'affichage global de la collection, lorsque la date d'ajout est la même. Donc ça, c'était une idée de Virgile sur Twitter. Donc voilà, si plusieurs entrées de votre collection ont été entrées le même jour, on aura... Voilà, d'abord on aura les plateformes, ensuite on aura les accessoires qui ne sont pas encore intégrés, ensuite les jeux vidéo, les extensions, puis les jouets vidéo. Alors, je jette un coup d'œil au chat. Donc, tout d'abord, bonjour Café Gaming. Donc, je pense que tu vas bien t'amuser avec les éditions. Et Virgile, alors pour ceux où aujourd'hui c'est à 0, ils vont passer à non renseigné ou rester à 0 avec la mage. Les prix à 0 vont rester à 0 avec la mage. Donc après il faudra soit laisser à 0 parce que c'est un cadeau, soit vider le champ parce que on se souvient plus du prix. Donc là c'est sûr, les gros changements c'est terminé. Donc on repasse aux listes personnalisées maintenant. Donc vous l'avez peut-être remarqué, hop, yacht. Voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, mais voilà, le champ, j'appelle ça le résumé. Au lieu que ce soit en plein milieu de la liste, il est tout en haut, ce qui me paraît plus normal. D'ailleurs, donc voilà, donc même sur les listes personnalisées, on peut choisir le format d'affichage, grandes icônes, petites icônes, liste seulement. Et la disposition des détails a également changé. Hop, si je reprends. Voilà, donc là on est sur la version 0.5.1. Donc on a sur deux lignes donc la position, si c'est une histoire donnée, l'image, le titre de l'entrée, et sur la deuxième ligne, le commentaire. Demain, donc il y aura toutes les informations de l'entrée sur une ligne, et sur une seconde ligne, le commentaire. Ce qui fait qu'on peut par exemple avoir quelque chose de plus agréable à voir sur des commentaires un petit peu plus longs. Et pour terminer, donc le texte qui dit que telle entrée de jeu vidéo, que telle entrée est présente dans tel nombre de collections a été modifié. Maintenant, il indique juste que cette entrée a été ajoutée un certain nombre de fois en collection. Pour la simple bonne raison que depuis toujours, en fait, Ludocollecte ne compte pas dans combien de collections a été ajoutée cette entrée, mais combien de fois a été ajoutée cette entrée en collection. Donc voilà, le texte n'était pas clair. Donc c'est pour ça que je modifie. En soi, ça change pas grand chose. Mais voilà, il y a eu tous ces changements qui ont été faits en 0.6 pour vous montrer. Voilà, donc vous pouvez accéder au journal des modifs en cliquant sur le numéro de la version tout en bas. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Et donc, j'ai peut-être spoilé malheureusement. Et pour en revenir donc à la 0.6, elle sera disponible le 25 avril 2020. Donc ce sera samedi prochain. Et pour tous pour tous les shippers qui sont des élus de Ludocollecte, quasiment tous en fait, cette version-là sera disponible sur le serveur de pré-production dès demain, le samedi 18 avril. Donc vous aurez en temps et en heure la news Tipeee qui va arriver, et vous expliquant comme d'habitude que c'est un serveur de pré-prod, ça sert surtout à tester avant tout, et que voilà, pour vous connecter, il faudra utiliser tel et tel mot de passe. Donc
c'est tout pour la version 0.6. On passe maintenant aux prochains objectifs de Ludocolec, étant donné qu'on est confiné jusqu'au 11 novembre. Donc, pour commencer, une fois la 06 publiée, la prochaine mission sera de produire des vidéos tutoriels. Tout simplement pour expliquer comment fonctionne l'application et surtout comment l'utiliser. Ça va surtout servir pour la création d'entrées, car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues face à la manière dont fonctionne l'application. Mais également comment gérer ses collections, sa wishlist et ses listes personnalisées. Dans certains cas, expliquer à quoi servent les listes personnalisées, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde en fait qui sait à quoi ça sert. Donc ces vidéos-là seront publiées sur la chaîne de Ludocolec, bien évidemment. Donc ça permettra d'alimenter cette nouvelle chaîne. Et ces vidéos seront disponibles depuis l'application, soit directement sur le formulaire. Donc, par exemple, lorsqu'on veut créer un jeu vidéo, il y aura peut-être un bandeau d'aide indiquant que si vous avez besoin d'aide, vous cliquez ici, ça affichera la vidéo. Et également sur une page dédiée, par exemple une page FAQ. Donc ces vidéos tutoriels devraient être publiées courant mars 2020. Alors, je veux aussi réfléchir à l'organisation d'une équipe de modération, dont j'en ai déjà parlé en début d'année. Donc, le travail de validation des entrées, c'est quelque chose de fastidieux. Par exemple, aujourd'hui, je crois que je suis à 1300 entrées à valider, étant donné que j'y ai pas touché depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de personnes supplémentaires pour m'aider à garder une base de données propre. Sinon, on se retrouve vite avec des doublons ou des entrées incorrectes avec une mauvaise date de sortie, une mauvaise image, etc. Voilà, donc c'est quand même important de garder une base de données propre, car c'est quelque chose que les visiteurs remarqueront en premier. Donc il faudra bien évidemment faire des aménagements dans Ludocolec et autour également, afin de permettre le travail collaboratif. Jusqu'à présent, j'ai été tout seul à le faire, donc ça me gênait pas. Mais par exemple, on va... si on est plusieurs à travailler, il faudrait pas qu'on se gêne... par exemple, à la validation d'entrée, que quelqu'un fasse une modification alors que quelqu'un d'autre est déjà dessus. Donc, il y aura également de la mise en place de procédures de validation, pour bien expliquer comment je procède moi, et pour valider les entrées, où je cherche mes informations, etc., où je cherche les images, quels sont mes critères, pour avoir un ensemble cohérent. Délimiter les droits d'accès, évidemment, parce que il n'y a pas que les droits admin n'ont pas que la validation des entrées, il y a aussi la gestion du serveur. Voilà, ça reste une équipe de modération, pas d'administration. Ça c'est un rôle que je souhaite faire tout seul. Voilà, il faudrait pas, par exemple, éteindre le serveur alors que l'application tourne. Donc, j'ai pas malheureusement beaucoup de récompenses, en retour de cette équipe de modération qui sera bénévole. Mis à part, ça me paraît normal qu'ils aient une récompense équivalente à la contrepartie d'un don Tipeee de 2-3 euros, à savoir ne plus avoir des pubs et l'accès à la pré-prod quand une nouvelle version arrive. Donc la campagne de recrutement entre guillemets de l'équipe de modération se fera après la sortie de la prochaine version, qui sera la 0.6.1, dont voici les prévisions. Donc évidemment, aménagement pour l'équipe de modération. Donc ça par contre, ça touche à un domaine que je n'ai jamais vu jusqu'ici, le travail collaboratif. Donc ça va m'enrichir, ce sera pas mal. Je souhaite également alléger la recherche dans des listes avec de nombreux éléments. Donc là, je repasse rapidement sur l'application pour vous expliquer de quoi je parle.
hop, nouvelle plateforme. Typiquement, ça. Ça, en développement web, c'est amateur, on va dire. Voilà, on peut faire mieux, on peut faire plus beau, et surtout, on peut faire mieux en tant que recherche. Au lieu d'avoir toutes les entrées directement dans la liste, on peut faire en sorte que ça aille chercher lui-même dans la base de données ce qu'on cherche. Ce qui permet d'alléger l'application, car aujourd'hui la base de données est quand même assez maigre, mais si demain on se retrouve avec 10 000 jeux, 10 000 plateformes, ce champ-là va être très long à charger. Donc c'est pour ça que c'est important d'alléger le plus possible l'application comme on le peut. Alors, changement d'affichage des membres d'une famille de jeux vidéo et d'une plateforme. Donc, pareil, j'y retourne à l'application. Ah, hop, yep. On retourne à la Nintendo DS. Donc, c'est la gamme c'est la gamme dont je parle. Voilà. Ce format-là, vu ce que j'ai pu faire avec la liste, je pense que je peux faire plus agréable à l'œil. Donc je pense que j'aime plutôt faire ça sous forme de liste en petites icônes plutôt que par des blocs. Qui, voilà, ça c'est pas forcément agréable à l'œil. Il y a peut-être mieux. Et enfin, alors j'aimerais essayer d'établir un lien avec la base de données de Steam pour l'ajout de jeux. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir se taper à la main tout le formulaire, j'aimerais que demain il soit possible d'aller chercher directement dans Steam un jeu et ainsi récupérer les données depuis Steam directement. Donc ça permettrait de faciliter encore plus l'ajout de jeux vidéo, au moins sur PC. Et alors ça, c'est un grand si ça marche. Peut-être aussi envisager une synchronisation de la collection avec votre compte Steam directement. Mais ça, voilà, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car voilà, là, je parle vraiment de test. C'est savoir si ça peut être fait. Donc tout ça devrait commencer à être développé en mai 2020, après la production des vidéos tutoriels. Et donc avec cette dernière slide, ce Nintendo Direct, ce Ludo Collect Direct est terminé. Alors non, je n'ai absolument pas copié la formule de Nintendo, absolument pas. Donc merci à vous de l'avoir visionné. Je vous souhaite de garder la bonne santé durant cette période difficile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Ludo Collect Direct pour la prochaine version. Ciao!